Donc je vais tout d'abord me présenter. Je suis donc Jacques Béas-Garcia du CNES à la direction de la stratégie et des programmes. Et je m'occupe de la politique industrielle pour le développement des services liés aux technologies spatiales. Alors ce que je cherchais à faire aujourd'hui, c'était de faire une petite introduction sur le lien qui peut exister entre la e-santé et les outils du spatial et les différentes technologies, donc télécommunication, navigation et observation de la Terre, et le fait que le CNES, avec ses partenaires, ait développé un ensemble de plateformes qui sont mises à disposition des utilisateurs pour qu'ils puissent en fait valider leur technologie. Alors je ne vais pas vous faire l'affront de revenir trop longtemps sur les enjeux, mais c'est bien sûr un secteur générateur de croissance, un facteur d'amélioration de la qualité des soins et également un moteur pour la réduction des coûts. Et toute cette planche, elle était faite pour en fait illustrer que l'ensemble des technologies spatiales contribuent à l'ensemble de ces problématiques au quotidien. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, et en déclinant un peu chaque technologie, on se rend compte qu'en fait dans le domaine des télécommunications par satellite, le haut débit par satellite, c'est une technologie qui apporte une réponse à la fracture numérique et qui devient du coup un atout important pour la e-santé. Comme l'a décrit Nathalie, il y a tout un tas de services qui sont disponibles et qui seront présentés par la suite, ainsi que les différentes offres qui seront présentées par Valentin juste après ma présentation. Il y a un autre domaine qui est aussi assez utilisé dans le domaine de l'e-santé et qui peut apporter un service à valeur ajoutée, qui est ce qu'on appelle les GNSS, les systèmes globaux de navigation, le plus connu étant bien sûr GPS qui est utilisé au quotidien, mais Galileo arrive très rapidement et qui fournit un ensemble de services qui permettent en fait d'avoir un suivi des patients, et on pense à tout ce qui est maladie d'Alzheimer par exemple, mais également à la sécurité des personnes qui ont par exemple des déficiences visuelles, avec le service d'Angéo, de Navocap, qui sera présenté par une de mes collègues tout à l'heure. Et le dernier système, c'est le système d'observation de la Terre, qui, à ma connaissance, n'est utilisé que dans le domaine de l'épidémiologie et qui fournit un ensemble de données utiles à ce domaine. Donc en ce qui concerne les plateformes technologiques, c'est une politique qui a été menée par le CNES et ses partenaires pour développer un ensemble d'outils qui sont mis à disposition des différents utilisateurs, qu'ils soient du domaine de la santé, du transport, de tous les domaines d'usage, voire même équipementiers satellites, on en parlait avec Valentin juste avant, pour pouvoir évaluer des solutions, les tester et les valider. Et il existe des plateformes dans les différents domaines donc, que je parcours ici. Donc, dans l'observation de la Terre, deux outils, Orfeo Toolbox et Kalideos, mais je vais revenir un peu plus longuement par la suite sur ces plateformes. Dans le domaine des télécommunications, une plateforme qu'on appelle César, il y a un ensemble de prospectus et de flyers qui sont disponibles sur les différentes tables qui vous donneront un ensemble d'éléments concernant ces plateformes. Et une plateforme concernant la navigation qui s'appelle Guide. Donc je vais rentrer un tout petit peu dans le détail de ces plateformes. Là, le but étant de vous présenter un peu ce qu'offrent ces plateformes et pas du tout de rentrer dans le détail des technologies, ce qui intéressera personne. Donc là, la première plateforme, c'est la plateforme donc César, qui est une plateforme dédiée aux télécommunications et qui a été développée par le CNES et en partenariat avec la région Midi-Pyrénées et Toulouse Métropole. C'est une plateforme qui est également labellisée par le pôle Aerospace Valley et par le réseau des Living Labs européens qui recense en fait toutes les plateformes technologiques dédiées à l'innovation. Donc cette plateforme, elle est destinée, comme je vous l'ai dit juste avant, à tous les professionnels des télécoms équipementiers et à tous les industriels de tout domaine d'activité. Il y a un accès qui est assez simple puisque en fait on a mis en place une période qu'on a appelée probatoire qui intègre un accès gratuit dans une limite de 10 jours pour une première demande, et ensuite les différentes demandes seront analysées s'il y a un besoin complémentaire dans la foulée. Par contre, cette plateforme n'est pas uniquement ouverte aux industriels. Tous les organismes liés au ministère, aux collectivités territoriales sont aussi les bienvenus. Et le CNES, dans le cadre de cette plateforme, avec ses partenaires, apporte non seulement les moyens, mais l'expertise sur ces moyens et du conseil. Donc si vous cherchez à définir une solution, on peut aussi vous aider à définir cette solution et vous apporter un conseil sur le sujet.
Donc là, c'était un petit slide sur lequel je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui illustre un peu toutes les fonctions qui sont disponibles sur cette plateforme et tout ce que vous pouvez tester. Donc ça va des technologies de télévision à la téléphonie sur IP, à les technologies d'accès à l'Internet, au débit. Donc c'est vraiment l'ensemble de la palette des services qui sont disponibles sur cette plateforme que vous pouvez venir tester et valider. Et ici, bon, je vais passer rapidement, mais c'est les différents contacts et la majorité des personnes sont ici dans la salle. Donc si vous souhaitez des renseignements complémentaires, je vous invite à venir nous voir juste après. La deuxième plateforme, c'est la plateforme Guide, qui est elle plutôt liée au GNSS et qui par contre n'est pas portée par le CNES, mais portée par une association et qui regroupe tout un tas d'acteurs, notamment, comme on l'a évoqué tout à l'heure, les collectivités territoriales, mais des acteurs industriels assez importants. La mission de cette plateforme, c'était de créer, dans la même dynamique, un outil de développement économique qui permettait d'accompagner le développement des applications et de créer une vitrine technologique. Et le but étant bien sûr de pouvoir valider tous vos services. Donc je pense à ce qu'a développé Angéo, s'il y avait une volonté de tester des nouvelles fonctionnalités, de pouvoir venir se servir de tous les équipements et moyens qui sont mis à disposition et pouvoir venir tester des choses pour faire évoluer vos produits. Il y a tout un tas de services qui sont effectivement offerts sur cette plateforme également, de la formation et du conseil de la même façon. Sur cette plateforme, il y a quelque chose qui est assez original, c'est qu'elle a été... elle se compose en fait de plusieurs zones d'utilisation, puisqu'on sait que dans le domaine des GNSS, il y a des cas qui sont assez différents dans l'utilisation. On connaît les cas assez classiques avec l'utilisation en zone dégagée, où là le GPS va fonctionner parfaitement bien. Mais il peut y avoir des cas où, par exemple, en zone urbaine ou avec d'autres technologies pour du positionnement précis, avec de la très haute précision, là on pourra atteindre une précision de l'ordre du centimètre. Et l'ensemble de ces technologies est disponible sur cette plateforme pour que vous puissiez les tester. Donc là, rapidement, tous les acteurs qui sont impliqués dans cette plateforme, donc Thales, Astrium et d'autres, et le CNES bien sûr. La dernière plateforme que je souhaitais, enfin outil que je souhaitais aborder, ce sont les deux outils qui sont dédiés à l'observation de la Terre. Donc Calideo, c'est l'Ampheo Toolbox. On repart un peu sur le même principe, hein, c'est la mise en commun d'un certain nombre d'outils, de logiciels, de moyens, d'accès à la donnée pour pouvoir développer des nouvelles applications et qui sont mises justement à disposition des utilisateurs. Donc via ces programmes, il vous sera facile de pouvoir accéder à des données d'observation de la Terre, par exemple des images fournies par le satellite Spot ou Pléiade, et de pouvoir y appliquer des algorithmes et voir si ce type de technologie peut vous apporter des éléments liés par exemple à l'épidémiologie. Ici, c'est juste une petite planche qui illustre un certain nombre de projets qui ont été menés dans le cadre de ces programmes et qui permettent en fait d'avoir, en couplant des données satellitaires avec des données in situ, de pouvoir obtenir des résultats qui permettent de disposer d'éléments et d'indicateurs pour tout ce qui est détection précoce d'épidémies ou de choses dans ce genre. Un dernier point que je souhaitais aborder, c'est justement un workshop qui aura lieu au mois d'avril en 2014, qui présentera l'ensemble des possibilités qui sont offertes par le satellite Pléiade, satellite qui a été lancé dernièrement, et qui sera ouvert à l'ensemble de la communauté, et pour lequel vous pourrez venir découvrir toutes les possibilités qui s'offrent à vous dans le domaine de l'observation de la Terre. Et le dernier point, puisqu'on avait une dizaine de minutes pour traiter du sujet, c'est un point lié à un réseau de développement des usages qui est mené par le CNES, qui s'appelle le CCT Application, qui est en fait une communauté qui regroupe tous les acteurs et tous ceux qui souhaitent s'impliquer dans le développement des usages liés au spatial. C'est un réseau qui regroupe environ 200 adhérents, des institutions, des PME, ETI, de l'industrie, et qui permet en fait qui est un lieu d'échange, un réseau, mais également un outil de clustering, puisqu'on essaie de porter des messages en commun dans les divers domaines d'usage, comme ici pour la santé, mais on va aussi dans les domaines liés à l'environnement, la pollution ou le transport. Donc vous avez ici un QR code qui vous permet en fait d'accéder au site, et le site et l'URL du site lui-même.
Donc voilà, comme je disais, c'est un lieu de rencontre et d'échange qui permet de favoriser le développement. Je vous remercie beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Valentin Kretschmar, je travaille pour Astrium Satellite, qui est le principal constructeur de satellites en Europe. La raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est parce que Astrium fait partie du réseau thématique Saber, qui est un réseau européen qui regroupe plusieurs entreprises du secteur satellite, dont le but est un peu de promouvoir la solution Internet par satellite, puisqu'en général c'est une solution sur laquelle il y a pas mal de fausses idées ou qui est assez méconnue du public. Donc je vais passer les 10 prochaines minutes à vous présenter un peu ce que c'est que l'Internet par satellite, à quoi ça répond, quelles offres sont disponibles sur le marché et ce que ça peut apporter à la télémédecine, même si Jacques a déjà pas mal débroussaillé le sujet. Donc le constat, c'est que le haut débit, la connectivité, c'est un élément très important de l'accès de la population aux services, particulièrement en ce qui concerne la télémédecine. Le problème, alors l'Union européenne est assez consciente de ça, a sorti un agenda numérique dont l'objectif qui est plutôt très ambitieux est que l'intégralité des citoyens de l'Union européenne ait accès au débit fin 2013, ça va être compliqué, puisqu'il y a à peu près 5 millions de personnes en Europe qui n'ont pas du tout accès au haut débit et qui sont situées dans des zones dites blanches, c'est-à-dire qui n'ont pas de solution terrestre type ADSL ou fibre. La raison principale pour ça, c'est que ce sont principalement des zones très peu densément peuplées. Il n'y a pas beaucoup de gens et du coup, les opérateurs terrestres sont assez peu enclins à déployer des infrastructures pour une densité de population qui leur offrira un retour sur investissement assez faible. Donc la situation dans ces zones est peu susceptible de s'améliorer. En parallèle de ça, on a une offre d'Internet par satellite qui est une solution relativement performante, dont les performances sont assez alignées avec ce qui se trouve au niveau terrestre, malheureusement qui est assez peu connu. Et c'est pour ça que le réseau thématique Saber a été mis en place. L'objectif de ce réseau, c'est d'identifier quels sont les problèmes liés à l'installation du satellite en Europe, de résoudre ce problème justement de connaissance du public et de communication, mais aussi d'autres problèmes de type logistique qui pourraient se poser, qui pourraient freiner et empêcher les habitants des zones blanches d'avoir accès à Internet par satellite. Donc c'est un réseau qui va chercher ces blocages-là, qui va sortir des bonnes pratiques à communiquer au plus grand nombre afin qu'on puisse résoudre le problème de la fracture numérique grâce à Internet par satellite. Donc l'Internet par satellite, le principe est assez simple, hein. Je vais parler un peu technique, mais globalement c'est constitué de 3 éléments. D'abord il y a le satellite lui-même qui est un outil spatial qui est en orbite géostationnaire au-dessus de la Terre. Je pense qu'il vaut mieux le considérer comme un tuyau par lequel passent des informations. L'un des côtés de ce tuyau est relié au réseau opérateur sur Terre qui va connecter ce côté du tuyau avec le reste de l'Internet. Et de l'autre côté de ce tuyau, on a l'équipement utilisateur qui est constitué d'une antenne de taille relativement réduite, c'est typiquement 75 cm en Europe, et d'un modem qui va permettre de transformer le signal reçu pour l'utilisateur. Donc je pense qu'il faut assimiler ça à une box ADSL typique. Au niveau des performances, on a aujourd'hui des offres qui sont de l'ordre de 20 mégabits par seconde en réception et 6 mégabits par seconde en émission. Ce qui est relativement similaire à ce qu'on trouve au niveau des offres terrestres, pour la DSL par exemple. On a des volumes d'émission qui sont de 10 gigabits qui suffisent amplement pour la plupart des applications, et on a également des offres triple play, donc Internet plus TV plus téléphone, qui sont encore une fois similaires à ce qu'on trouve au niveau terrestre. Donc la question c'est si c'est aussi pareil aussi similaire au terrestre, pourquoi est-ce que c'est pas plus répandu, pourquoi c'est pas aussi peu connu? C'est que en fait ça n'a pas toujours été le cas. Il y a quelques années les solutions satellites étaient quand même beaucoup moins performantes en termes de débit par exemple, en termes de latence. Et c'est une idée qui a tendance à rester, et les gens qui connaissent le satellite ont en général une mauvaise expérience avec. Dernièrement, les technos ont pas mal évolué, principalement avec l'envoi d'un satellite en 2011 qui a fourni un gros bond technologique, on va dire, et qui permet donc d'offrir les performances dont je vous ai parlé aujourd'hui. Donc en Europe, maintenant, il y a beaucoup d'abonnements qui commencent aux alentours de
de forfait pour 18 € par mois, on a accès à peu près à 2 mégabits en réception avec 2 gigabits de volume mensuel. C'est assez faible. C'est assez faible comme prix pour des performances assez honorables. Au niveau des prix, c'est assez variable quand même parce qu'il n'y a pas une uniformité des revendeurs, des fournisseurs d'accès. On trouve quand même des très bons tarifs, principalement en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, dû au fait que ces gouvernements ont mis en place des méthodes pour subventionner en fait le déploiement de Internet partout dans leur pays, et donc en incluant le satellite dans les zones blanches, puisque dans certains cas c'est la seule solution disponible. Donc au niveau du prix récurrent, c'est assez faible. Potentiellement, il y a des coûts assez importants au niveau des coûts fixes. Donc au niveau installation, il faut payer une antenne et il faut payer son installation. Pour vous donner un ordre d'idée, le prix de l'antenne c'est aux alentours de 350 €, et il faut une installation qui peut se faire soi-même, qui peut être fait par l'utilisateur, mais qui peut être également fait par un professionnel pour environ 150-200 €. Il faut savoir que dans la plupart des pays, et dû au fait que l'Union européenne pousse pour ce genre de solution, il y a des subventions qui sont disponibles dans les régions dans lesquelles les zones blanches sont assez nombreuses. Donc il est tout à fait possible que les utilisateurs puissent aller voir le conseil régional ou le conseil départemental, général, pour avoir accès à une subvention qui prendra en charge l'installation et le coût de l'antenne. Au niveau des fournisseurs d'accès disponibles, il y en a beaucoup en France. Il y a Alsatis, il y a OVA, il y a Connexion Verte, il y a Nornet, qui sont tous des revendeurs type opérateurs terrestres comme SFR, comme Free, comme Orange, qui vont vous fournir l'accès à Internet et l'antenne et les autres équipements utilisateurs. Voici deux exemples d'abonnement Internet en France. Donc la solution Nornet de l'opérateur SES, on a une solution à 29,90 € comme pour un forfait ADSL, avec 20 mégabits en réception, 2 mégabits en émission et 10 gigabits de trafic mensuel. Donc comme on l'a dit, c'est du domaine terrestre. Donc en conclusion, je dirais que globalement le satellite c'est une solution très intéressante pour l'accès des populations aux services, principalement en zone blanche ou dans des zones dans lesquelles les infrastructures terrestres sont peu ou pas développées, dans deux cadres différents. Le premier c'est pour circonvenir à l'absence de solutions terrestres. Le deuxième cadre c'est un cadre migratoire, c'est-à-dire que s'il y a des infrastructures qui doivent être mises en place, la solution satellite est là en attendant, elle est disponible immédiatement et elle est disponible partout en Europe. Pour la télémédecine, c'est un outil très intéressant puisque en général la télémédecine vise des zones qui sont peu desservies médicalement, et en général ça correspond aussi à des zones dans lesquelles les accès au haut débit sont assez limités. Il y a eu beaucoup, comme Jacques l'a dit, de tests, de pilotes d'applications télémédecine par satellite. C'est quelque chose qui marche, c'est quelque chose pour lequel il y a des outils de validation comme César pour les mettre en place. Donc je pense que c'est une solution complémentaire d'avenir. Merci beaucoup. Merci. Merci Valentin. J'ai une petite vidéo peut-être pour illustrer tout ça sur le haut débit par satellite qui va prendre que quelques minutes. Cette antenne me sert à avoir Internet par satellite et surtout pour avoir le haut débit. Alain Fayos habite une petite ville située à une quinzaine de kilomètres de Toulouse. Et comme de nombreux Français, son débit Internet n'était pas au rendez-vous. Il a donc décidé de s'équiper d'une antenne satellite et d'un modem pour améliorer sa connexion Internet. Je tournais à 52K, j'avais largement le temps de me préparer un café le temps que les images apparaissent. C'était pas possible, une période de temps énorme. Et depuis 4 ans, grâce à l'Internet par satellite, je tourne entre 5 et 6 mégas et là c'est Byzance. Alain peut désormais faire ses recherches administratives de création d'entreprise sur Internet, envoyer des fichiers de grande taille sans aucun problème et regarder des vidéos en haute définition. En France, les offres Internet haut débit par satellite se multiplient et sont proposées par de nombreux distributeurs,
Elles permettent aux habitants des zones rurales ou périurbaines d'avoir des débits pouvant aller jusqu'à 20 mégabits par seconde à partir de 30 € par mois. Mais dans quelques années, le haut débit par satellite sera détrôné par le très haut débit avec des performances avoisinant les 100 mégabits par seconde, une prouesse technologique en cours de recherche et développement conduite par le Centre spatial de Toulouse. Donc on va vous présenter, il y a une solution de télécographie robotisée qu'Adécotech a mise au point. Donc qui est illustrée sur ces deux images. Je ne vais pas m'attarder longtemps dessus, puisqu'après on vous fera une présentation. Et Madame Richard vous fera le témoignage un peu de l'installation de ce robot dans le centre hospitalier Les Pattes de Montoire, en région centre. Donc on a sur la photo de gauche le robot installé à Montoire. Donc on voit ici une infirmière en l'occurrence, qui tient le robot et qui vient le positionner sur la zone à échographier. L'appareil d'écho qui est derrière est relié par... la sonde est fixée au bout du bras du robot, et c'est le médecin à distance sur la photo de droite, donc le médecin qui ici est au CHU de Tours, qui va venir manipuler à distance la sonde d'échographie qui est sur le patient. Donc il faut bien comprendre, mais on le verra tout à l'heure encore une fois, que c'est le médecin qui manipule lui-même la sonde d'échographie, puisque l'échographie est un examen qui est expert dépendant et qui se fait en temps réel. C'est la difficulté de cet examen d'imagerie médicale. Il s'agit donc d'une expérimentation en milieu rural. Donc je suis Clémence Eliane Richard et je dirige cet établissement qui est un hôpital de proximité, un hôpital où il y a 158 résidents en EHPAD et 15 personnes en soins de suite, en SSR. C'est le terme qui est employé dans le milieu hospitalier. Donc la téléexpertise, pourquoi? Il s'agissait donc pour le centre hospitalier que vous voyez là, qui est en fait en rénovation, hôpital de proximité, implanté donc dans un canton d'à peu près 10 000 habitants. Les patients sont majoritairement âgés et nous disposons de 8 médecins généralistes qui interviennent dans cet hôpital, parce que c'est comme ça que ça se configure dans les hôpitaux de proximité. Et de ces 8 médecins, nous avons quand même 3 qui ont moins de 60 ans. Ce qui signifie que les médecins eux-mêmes se sont interrogés sur le devenir des soins dans un milieu rural. Et en fait, ce projet-là a été un projet d'établissement, d'abord, soutenu donc, par les médecins, et donc depuis 2010. Et c'est grâce à cette nouvelle technologie développée par Adécotech que nous avons pu, en fait, mettre en place cette expérimentation. Alors, on se rend compte aujourd'hui, suite au pacte de santé de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, on se rend compte que notre expérimentation est intégrée dans ce pacte de santé, puisque cette expérimentation s'appuie sur un des objectifs et 2 engagements de ce pacte de santé. Alors, l'objectif 2 du pacte, et cet objectif-là, c'est transformer les conditions d'exercice des professionnels de santé, ce qui est tout à fait le cas, puisque nous avons donc des médecins en milieu rural et aussi les professionnels utilisateurs qui sont donc des infirmières. Et les 2 engagements du pacte qui collent aussi à notre expérimentation, développer le travail en équipe, c'est tout à fait le cas, puisque vous avez une équipe à Montoire et une équipe au CHU de Tours qui travaillent ensemble, et puis développer la télémédecine. Alors pour nous, quel apport pour le patient? Je vais tout de suite parler pratique. Pour le patient, eh bien, il s'agissait de bénéficier d'un examen d'imagerie sur leur lieu de vie. Et ce qui évite ce qu'on appelle des désagréments et des complications qui sont liées au transport et aux attentes en urgence. Et puis, la réactivité d'un examen, puisque l'examen est demandé. Et nous, dans la pratique, eh bien, cet examen se fait avec un résultat quasi instantané. On a l'accès à un expert, ce qui permet de garantir une prise en charge adaptée à la personne âgée. Et puis, chose importante, nous sommes en train d'améliorer le parcours de soins du patient. Alors, c'est une réponse à nos contraintes locales, c'est la pénurie de spécialistes dans le domaine de l'imagerie, puisque nous sommes en bout de chaîne et effectivement, si nos généralistes sont en train pratiquement de disparaître du fait
de la ruralité du canton, eh bien, aller voir les spécialistes. Alors, pour les médecins, quel apport pour les médecins généralistes de ce canton? Eh bien, on a vu que ça facilitait la décision et que ça modifiait aussi la stratégie dans les demandes d'examen. Ça améliore bien entendu la coopération à distance, ça modifie pour eux la balance inconfort et risque par rapport aux bénéfices, et que ça permet aussi aux médecins d'assister à l'examen, de dialoguer avec l'expert. Alors, le médecin n'est pas toujours là, hein, puisqu'il s'agit bien d'un généraliste installé et en cabinet. Et puis, pour les infirmières, alors nous sommes un établissement, nous avons 17 postes d'infirmières. Sur ces 17 postes, nous avons formé 7 IDE. Pour eux, c'est une formation adaptée et valorisante. Et puis, pour elles, il y a une amélioration nette des compétences par le dialogue avec l'expert. Et puis, quel résultat? Alors, le résultat, eh bien, comme je viens de vous le dire, hein, nous avons eu 7 infirmières qui ont été formées en demi-journée. Hein. La formation n'est pas très longue, puisqu'il ne faut quand même pas oublier que la manipulation du robot peut être accessible même à un non-soignant. Mais là, dans le cadre de notre convention avec le CHU de Tours, nous avons choisi de former des infirmières pour des raisons tout simplement techniques et de manipulation. N'oublions pas que la population cible reste un EHPAD de 158 places, donc ce qui signifie que ce ne sont pas des examens que l'on provoque pour les provoquer, seulement pour l'instant, l'expérimentation n'est pas sur la population du canton, ce que souhaitent les médecins généralistes. Mais ce n'est pas le cas puisque cette décision ne vient pas de nous. Nous appliquons tout simplement une politique régionale et définie aussi au niveau national. Mais il faut savoir que les médecins généralistes aimeraient bien que cette expérience s'ouvre à l'ensemble de leurs patients. Donc pour nous, depuis le début, donc le 15 janvier jusqu'à fin avril, nous avons eu 13 patients qui ont bénéficié des examens. Voilà. Et puis les échographies que nous avons réalisées. Alors lesquelles? Voilà, nous avons un petit graphique qui vous montre un peu ce qui a été fait. Donc dans 20% des cas, on a fait des Doppler abdominales. Dans 46%, c'était tout simplement un examen de l'abdomen. Après, donc, dans le détail, il y a aussi la plèvre, la partie pelvienne, l'appareil urinaire. Donc ça, ce sont les examens qui ont été réalisés sur les patients âgés du centre hospitalier et ça concerne bien la population des personnes en EHPAD. Voilà. Donc, ce que nous souhaitons, c'est que cette expérimentation, bien entendu, s'ouvre, puisqu'on s'est bien rendu compte des avantages qu'il y avait pour nous, hôpital de proximité. Eh bien, c'est de s'intégrer dans tout simplement une offre de soins un peu plus adaptée, puisque c'est important de souligner que nous sommes quand même un établissement rural. Et c'est vrai que c'est grâce au débit que nous avons pu installer cette nouvelle technologie. Et je crois que les perspectives, ce sur quoi l'ARS du centre nous a demandé de travailler, eh bien, c'était l'application en dermatologie. Donc là, au bout, il faut quand même un expert. Il faut savoir que pour l'application en dermatologie, on n'aura pas forcément des résultats en direct. Hein. Là, dans ce que nous expérimentons, on prend une file active du CHU de Tours. C'est-à-dire que quand l'examen doit se faire, le CHU nous prend dans sa file d'examen. Voilà. Et là, on va travailler sur la dermatologie, ce qui va être pas tout à fait pareil, ça va être plutôt du différé. Et puis, nous avons prochainement en vue de faire aussi une convention avec le service psychiatrique de Tours. Et là aussi, c'est une application de cette technologie. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention. Et puis j'espère que si vous avez des questions, vous pouvez répondre. Juste après, il y aura la session de questions-réponses. Hein. Moi, je travaille dans le réseau DIAMIP, je suis médecin coordinateur. Et donc, DIAMIP est le réseau régional de diabétologie. Et donc, nous sommes une association loi 1901 qui regroupe des professionnels de santé qui travaillent en établissement privé ou public ou en libéral, qui sont des médecins ou des paramédicaux. Et donc, notre objectif commun est d'améliorer un peu la prise en charge des patients diabétiques. Et donc, dans le réseau, on focalise nos actions sur, nos efforts pour
mettre à disposition des patients des prestations d'éducation thérapeutique, puisque c'est très important dans la maladie diabétique. Et on fait également des actions de dépistage et complications chroniques. Et donc Diabsat s'intègre dans ce type de projet. Voilà, donc Diabsat, c'est le camion que vous avez sur le parking, là, qui est donc un camion équipé de plusieurs équipements médicaux destinés à faire certains examens concernant la recherche des complications chroniques du diabète. Je me remets là-dessus pour parler un peu des partenaires. Donc c'est un projet qui a débuté en mai 2010, qui se décline sous 3 volets, mais je vais essentiellement vous parler du volet 2 qui est ce dépistage itinérant. Les partenaires figurent ici concernant le projet global. Et donc les groupes partenaires à l'initiative du projet ont été donc, les hôpitaux de Toulouse, le conseil régional, le CNES, le MEDES, voilà, les principaux partenaires initiaux. Donc voilà le camion. Alors, quels sont les patients concernés? Donc, ce sont les patients qui présentent un diabète et dont le suivi des complications chroniques n'est pas à jour. À savoir que les recommandations HAS demandent sur plusieurs examens d'avoir un dépistage annuel. Donc, dépistage ophtalmologique, dépistage rénal, dépistage de l'artériopathie, cardiologique et néphrologique. Voilà. Donc, le patient diabétique a entre guillemets plein de choses à faire annuellement, et il se trouve que toutes les enquêtes épidémiologiques en France montrent que le suivi de ces patients n'est pas optimal, et donc l'objectif a été d'essayer de regrouper les examens sur une unité de lieu et de temps pour qu'on améliore cet état de fait, et donc en partenariat avec le CNES pour la transmission des données, puisque notre vocation a été de se déplacer sur tout Midi-Pyrénées, et on souhaitait que les examens soient transmis en temps réel, même s'ils ne sont pas interprétés en temps réel, mais de ne pas prendre de retard dans la transmission des examens. Alors, qui réalise le dépistage? C'est une infirmière qui donc reçoit le patient et définit les examens à réaliser d'après les données d'interrogatoire. Elle réalise ces examens, elle donc les saisit dans le dossier pour ceux qui nécessitent une retranscription, et puis elle fait partir les données par voie satellitaire pour qu'ils regagnent le serveur sécurisé et qu'ils soient interprétés ensuite. Alors voici les examens qui sont réalisés. Donc nous avons des clichés de rétinographie. Vous voyez l'appareil rétinographe qui est figuré là-haut. Il y a une recherche semi-quantitative de la microalbuminurie. Donc ça, c'est un examen qui recherche la première atteinte rénale du diabète. On mesure les index de pression systolique en prenant la tension artérielle au niveau de la cheville et au niveau du bras. Et selon le chiffre qui est donné sur une inférieure à 1, on aura besoin de préconiser un Doppler artériel chez ces patients, puisque c'est un signe indirect d'artériopathie. On va faire la gradation podologique, et ce point est très important, parce que chez les patients diabétiques, une grosse partie de leur pronostic de santé, c'est d'éviter la survenue de troubles trophiques du pied, qui sont des pathologies très importantes en termes de coût humain pour le patient, et puis en coût pour la société, puisque ça génère des hospitalisations et des chirurgies. Et donc, le camion et l'infirmière pratiquent la gradation podologique qui permet, dans le courrier qu'on adressera au médecin généraliste, outre les résultats sur les autres examens, de définir le risque que le patient a de développer des plaies et de mettre en place une prévention podologique si celle-ci s'impose. Donc, la gradation podologique se fait notamment à l'aide de ce monofilament, c'est le petit filament de nylon qu'on applique sous le pied, qui teste la sensibilité. Et pour les patients à haut risque, on prend des mesures de pression plantaire, et donc là vous voyez les empreintes qui sont transmises au podologue interprétateur, les zones rouges étant les zones d'hyperpression et les zones à risque de développer des troubles trophiques, si on ne met pas en place l'appareillage qui s'impose. Alors, où sont interprétés les résultats? Donc, ils sont interprétés d'abord un médecin ophtalmologue libéral qui est sur Toulouse, donc lui il reçoit les PAC à interpréter. Il rentre son interprétation dans le logiciel de Diabsat. Nous avons le podologue qui est également un libéral qui fait l'interprétation selon les mêmes modalités des clichés le concernant. Et ensuite, nous avons un médecin diabétologue au sein du CHU qui fait la synthèse des résultats et qui émet un courrier qui va être adressé au médecin généraliste, au diabétologue et puis au patient. Alors, on a un dossier informatique qui a été spécifiquement élaboré par les médecins, par le MEDES, pardon.
qui donne lieu, après l'interprétation, à un courrier où figurent les résultats et où figure également une aide à l'orientation. Le médecin reçoit les résultats des examens et ensuite une proposition de conduite à tenir pour aider à gérer le parcours de soins spécifique du patient diabétique. Donc voilà un petit schéma pour récapituler les différentes étapes. Voilà, on voit qu'ensuite la synthèse est faite en dernier recours avec un courrier aux trois parties que je vous ai citées tout à l'heure. Et le résumé, le compte-rendu, c'est le diabétologue qui l'envoie. Alors c'est le médecin diabétologue du CHU qui regroupe les interprétations des deux autres collègues et qui fait la synthèse qui est envoyée aux patients et aux médecins. Voilà, ça c'est une copie d'écran du dossier que remplit l'infirmière dans le camion évidemment, elle a besoin les médecins et le podologue pour interpréter ont besoin de cet indicateur qu'ils trouvent dans ce logiciel, dans ce dossier médical. Voilà, ça c'est les clichés de rétinographie, qui est un examen très sensible pour rechercher les premiers signes de rétinopathie diabétique, que vous voyez avec la flèche. C'est même plus sensible que le fond de l'œil lui-même. Ça c'est l'exemple de courrier. Voilà, et donc notre campagne elle a débuté en mai 2010. Nous en sommes actuellement à la fin de la 6e campagne et nous avons balayé 6 départements de Midi-Pyrénées. Donc on est en fin de campagne dans la moitié sud de l'Aveyron. Donc vous voyez, on reste entre 2 et 4 mois par département. Et donc on fait une communication auprès des médecins généralistes, auprès des diabétos, auprès des pharmacies, auprès des paramédicaux et par voie de presse et d'affichage en mairie pour informer les patients et les soignants de la tenue de ce dépistage. Et ensuite, les patients peuvent venir au camion, il y a 2 types de journées, soit c'est un dépistage grand public, donc les patients viennent parce qu'ils ont eu l'information par le médecin ou par d'autres voies, et là c'est sur du sans rendez-vous, on va dire que le camion est sur la place de l'église à Lavore de 10h à 17h tel jour. Et on fait également des journées avec rendez-vous, et ça c'est quand on est en communication, en partenariat direct avec des maisons de santé pluriprofessionnelles ou des cabinets médicaux, ou quand on travaille avec les EHPAD en direct. Et là avec les EHPAD, en fait on déménage plutôt le matériel dans l'EHPAD que les patients dans le camion, étant donné la population qui est moins mobile. Donc voilà les supports de communication. Voilà le type de calendrier que l'on diffuse. Tout simplement, c'est l'exemple de l'Aveyron. Et donc à ce jour, on a organisé donc, sur 16 mois de dépistage effectif 187 journées. On a accueilli 1228 patients. On a une moyenne de patients par jour qui est de l'ordre de 7, peut-être un petit peu plus actuellement. Et il se trouve que les patients ont globalement besoin de la plupart des examens puisqu'on est amené à faire 4 des 5 examens proposés. Alors, ça prend un petit peu de temps entre accueillir le patient, l'interroger pour essayer de cibler les examens et puis pratiquer les différents examens. Il faut compter entre 45 minutes et 1 heure par patient. Ce qui explique que voilà, dans la journée, on en a 8 ou 10 maximum. Il reste encore un peu de temps, 2 minutes. Oui. Donc la moyenne d'âge est quand même assez haute, 71 ans. C'est une majorité, un peu plus d'hommes que de femmes. C'est des gens en surpoids, bon, mais la plupart des patients sont des diabétiques de type 2. Ils ont 11 ans en moyenne de diabète, donc selon l'interrogatoire. Et voilà, la plupart sont traités par antidiabétiques oraux. Et donc, à peu près un quart d'entre eux sont suivis par un diabétologue. Ce qui est habituel comme chiffre. Voilà l'origine du recrutement de nos patients. Donc on a le médecin traitant qui est le premier adresseur. Je ne sais pas si vous voyez bien, la presse c'est 23%. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais juste finir voilà, par la diapo de conclusion. Donc, c'est vraiment une expérience qui, de notre point de vue, aide au désenclavement sanitaire, puisqu'on va dans tous les départements, y compris dans des départements dans des zones très rurales et sur des toutes petites communes, avec des
situations géographiques éloignées des médecins spécialistes, notamment ophtalmologues, ou avec des ophtalmologues extrêmement surchargés avec des délais de rendez-vous un peu prohibitifs. Donc on essaye de faire que les patients soient plus en phase avec les recommandations de la Haute Autorité de Santé concernant le dépistage des complications chroniques. Et on pense que notre outil est un outil de formation et de sensibilisation autant des patients que des médecins généralistes, à certains égards. Et bon, c'est un dépistage rentable puisqu'on a un haut taux de positivité des examens, hein, ce qui est la définition d'un dépistage rentable, entre guillemets, sur le plan médical. Voilà, donc notre objectif c'est d'intégrer l'outil au système de soins en posant ce dépistage comme un outil à disposition des bassins de santé, des maisons de santé, c'est-à-dire des nouveaux modes d'exercice qui se développent dans les territoires et qui pourraient avoir besoin de ce type de prestations ponctuellement dans leurs exercices et selon leur activité personnelle. Mon Géo est un GPS piéton spécialement conçu pour les déplacements en ville des personnes aveugles et malvoyantes. Comme je n'ai pas le temps de vous faire toute la liste des caractéristiques que ça a, je voudrais juste insister sur un point qui est notre point fort et notre point différenciant. C'est que quand on se déplace en ville et qu'on utilise le satellite pour être guidé, on a souvent un problème, c'est que très souvent en ville, le signal satellite il est brouillé et on est très souvent coupé du signal. Pour donner une image simple mais qui est très parlante, c'est un peu comme la lumière du soleil. Quand on est dans des grandes avenues ou dans des rues qui sont suffisamment larges, où le soleil filtre son problème, le signal satellite c'est à peu près la même chose. Par contre, dès qu'on rentre dans des ruelles qui sont un peu étroites ou qui sont bordées d'immeubles qui sont hauts, des endroits où justement le soleil a du mal à filtrer, qui sont souvent à l'ombre, eh bien le signal satellite fonctionne un peu de la même manière et très souvent les utilisateurs de GPS piétons se retrouvent coupés en fait son signal et sans savoir quoi faire. Donc nous chez Angéo, pour pallier à cela, ce qu'on a fait c'est qu'on a hybridé la technologie GPS avec ce qu'on appelle des capteurs inertiels. Ce sont des capteurs qui sont situés au niveau de ce boîtier. Ce boîtier, il est clipsé au niveau de la hanche et ils ont la particularité de, quand il y a du signal GPS, c'est le GPS qui guide. Par contre, dès qu'on rentre dans un endroit où il n'y a pas de signal, ce sont les capteurs inertiels qui vont prendre la relève. Ce sont des capteurs en fait qui peuvent interpréter le mouvement de votre hanche et calculer combien vous avez marché, si vous avez fait une rotation vers la droite ou vers la gauche, si vous avez accéléré, décéléré. Et en fait, pendant un certain temps, ils vont assurer une continuité en fait dans la transmission du positionnement et ça va pouvoir continuer à vous donner des instructions. Et voilà, et en fait, c'est notre manière de faire en sorte que l'utilisateur ne se retrouve pas coupé, qu'il puisse être pris en charge par une autre technologie en attendant d'arriver à un endroit où à nouveau le signal satellite soit disponible et puisse guider. Donc bon, il faut savoir que ces petits capteurs ont été le fruit de 6 années de recherche et développement menées avec de nombreux partenaires dont le CNES, donc merci beaucoup. Et voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Si vous avez des questions, vous pouvez évidemment venir nous les poser. Je vais surtout passer la parole à M. Pujol, qui lui est un utilisateur depuis un certain nombre d'années, qui s'en sert au quotidien, et je pense que c'est encore son témoignage qui sera le plus parlant et le plus efficace. Voilà, merci beaucoup. M. Pujol, je vais passer le micro. Oui, j'utilise un Géo depuis bientôt 2 ans. Alors, je vais brièvement vous dire comment je me déplaçais avant. Avant le déplacement pour déficients visuels, non-voyants. Voilà. J'étais une personne qui je suis une personne qui perd la vue progressivement. Donc, mes déplacements, ça...
Enfin, bon, ma façon de me déplacer a été impactée. Et j'en étais là, il y a 2 ans, à un moment où les déplacements étaient assez difficiles. Pour me repérer surtout, voilà, savoir où j'étais. Et alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs moyens, hein, on demande aux personnes, enfin, tout ça. Alors là, quand on demande aux gens, c'est vrai que les gens renseignent, sauf qu'après, la fiabilité du renseignement, après plusieurs expériences, n'est pas toujours fiable. Alors, et voilà, et des fois, on se retrouve, on vous envoie vraiment à l'opposé d'où vous vouliez aller. Voilà. Donc, et aussi, voilà, et la nuit, enfin bon, de la journée encore, ça va, mais quand vous voulez sortir la nuit, pas grand monde dans les rues, voire personne, ça peut devenir problématique. Donc voilà, donc depuis que j'ai un géo m'a permis de... Alors, on peut regarder ça sur plusieurs plans, hein. On peut le regarder sur le plan personnel. Moi, je suis quelqu'un d'actif, j'ai été au moment où je me posais la question, mais voilà, je vais être obligé de rester chez moi, de diminuer mes occupations, enfin, voilà, psychologiquement, ça ne me convenait pas très bien. Et donc, avec le système Angéo, ça m'a permis, premièrement sur le plan personnel, de pouvoir continuer à me déplacer. Avec l'habitude, ça m'a facilité les déplacements dans le sens où, comment dire, au lieu d'être toujours concentré sur la rue, le nombre de fois de pas qu'il fallait faire, enfin, comme ça, je faisais confiance à un géo, donc j'étais beaucoup plus relax et ça pouvait me permettre d'avoir l'esprit un peu plus libre. Des fois, ça a des inconvénients aussi, mais bon, enfin, sur le plan personnel, c'est aussi au quotidien de pouvoir ne pas être dépendant d'une tierce personne. On n'a pas toujours quelqu'un pour vous aider. Donc à ce niveau-là, tout ce volet-là, c'est quand même un meilleur confort. Le deuxième aspect, enfin, personnellement, enfin, là je ne travaille plus, mais il faut penser que cet appareil permet aux gens qui ont une vie professionnelle de pouvoir se déplacer et surtout dans des lieux que l'on ne connaît pas. Voilà, donc c'est qui est pour nous quand même un gros problème. Ça, voilà cet aspect-là. Et après, il y a le troisième volet, je veux dire, c'est le côté loisir, qui permet, donc, comme j'évoquais tout à l'heure, de pouvoir sortir plus sereinement le soir pour aller au spectacle, enfin, pouvoir sortir. Et surtout aussi de pouvoir continuer à avoir moi j'aimais beaucoup marcher, pouvoir continuer à marcher, se promener, avoir une activité physique. Et après aussi, personnellement, ça quelque chose, une fonction, ça m'a permis de redécouvrir un peu mon environnement. On a fait la géographie de l'environnement, je ne sais pas si le mot géographie est vraiment adapté, mais enfin la topographie de la ville. C'est vrai que le lieu où on habite, on connaît, où on a connu dans les rues, mais on les a oubliés aussi. Mais quand on est dans une ville qu'on ne connaît pas, même avec quelqu'un, c'est toujours un peu agaçant de demander sans arrêt où on est, tandis que là, on peut, dans un mode de navigation libre, on sait exactement où on est, on vous dit le nom de la rue, ce qui est quand même appréciable. Enfin, pour moi, cette formule me permet de redécouvrir ou de découvrir la ville.
Donc ça me donne beaucoup d'autonomie, premièrement, c'est de retrouver, en fait, de garder et de maintenir mon autonomie. Ça me permet après un niveau plus personnel, enfin disons, d'avoir de nouveau, vu qu'à un moment donné j'étais quand même un peu, pas déprimé, mais un peu par rapport à mon l'estime de soi, de pouvoir continuer à avoir diverses activités et ça permet, voilà, une revalorisation presque, enfin, le mot est un peu fort, et surtout moins de stress aussi, voilà, de sortir, d'aller dans des endroits que l'on ne connaît pas. Je suis quelqu'un qui me déplace quand même pas mal, un peu partout, et c'est pouvoir faire ces déplacements, aller dans des lieux inconnus sans stress et en sachant, tout ça c'est bien joli, mais on sait qu'avec ce système-là, on n'est jamais perdu, quoi. Et si à un moment donné, il peut arriver que le signal ne passe plus, ou qu'il peut y avoir quelques soucis dans les canyons urbains, tout ça, on sait pourquoi, l'appareil dit pourquoi on n'a pas la consigne voulue, quoi. On sait que c'est la perte du signal satellite, enfin diverses consignes. Il y a un service qui vous permet on va le voir sur la vidéo, M. Pujol, oui. Si vous voulez bien, on va passer la vidéo pour bien illustrer justement l'usage de l'Angéo et les différentes prestations. Ton Angéo est pré-réglé, tu peux aller à la préfecture, les yeux fermés. Merci. Petite mémorisation. Prendre le bus 78, continuer tout droit rue Sainte-Anne. La préfecture est à 50 mètres. Tu es sûr que tu ne veux pas que je t'accompagne? Mais non, j'ai mon Angéo. Regarde. Boîtier, micro-cravate, oreillette. Il est 4 fois supérieur à un GPS et une précision de moins de 5 mètres. Déjà 5 ans que ma vue est défaillante et c'est la première fois que je me rends en ville toute seule. Allez, direction la préfecture. Mais pour m'y rendre, je vais prendre le bus. Prendre le bus numéro 78, direction Toulouse. Je suis arrivée à l'arrêt de bus. Ah, je l'entends qui arrive. Allez, c'est parti. C'est quand même très agréable de voyager seule. J'aurais tort de m'en priver. Avec mon Angéo, je peux me balader sans crainte. Si j'ai le moindre problème, je peux contacter mon ange gardien qui est à ma disposition au centre d'appel. Descente au prochain arrêt. Dirigez-vous tout droit. Traversez la rue. Continuez tout droit rue Sainte-Anne. Vous êtes à 600 mètres de votre destination. Mais c'est quoi qui sent comme ça? Une odeur comme celle-là, c'est un excellent point de repère. Je l'enregistre tout de suite dans mon Angéo. Point de repère enregistré. La préfecture est à 50 mètres. Vous êtes arrivé à destination. La préfecture, c'est fait. Mais il me manque des papiers, donc direction la caisse d'allocation familiale. De la préfecture à la CAF, téléchargement d'itinéraire en cours. Merci, Angéo. Tournez à droite rue Perchequinte. Traversez la rue. Vous êtes à 600 mètres de votre destination. Mince, je n'avais pas prévu ces travaux. Comment faire? Ah, mais il y a le centre d'appel, ils vont pouvoir me recalculer un itinéraire. C'est vrai, j'avais oublié. Bonjour madame, vous êtes bien au centre d'appel Angéo. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, je viens de quitter la préfecture. Ah effectivement, je vois que vous êtes rue des Vases. D'accord, et je souhaite me rendre à la caisse d'allocation familiale rue Riquet. Mais il y a des travaux, alors mon itinéraire est compromis, je ne sais pas comment faire. Ne vous inquiétez surtout pas, je vous prépare un autre itinéraire. Itinéraire transféré. D'accord, merci. Merci madame. Au revoir. Continuez tout droit pendant 30 mètres.
Tournez à droite rue Perche-Pinte. Traversez la rue. Vous êtes rue des Potiers. Vous êtes arrivé à destination. Bon, bah c'était pas si compliqué. Mon appareil en géo m'a permis de me déplacer en toute sérénité. Je suis maintenant rassurée. Demain, je rejoindrai mes amis au restaurant.